ce sont des habitudes que vous connaissiez bien. Que vous soyez du genre à toujours prendre un caddie ou que vous préfériez le panier. À chacun sa méthode. Il y a ceux qui connaissent les rayons par cœur, qui ont prévu une liste et s'y tiendront. Objectif, faire ses courses le plus vite possible. Et puis il y a les autres qui prennent leur temps, qui se laisseront peut-être tenter par un nouveau produit ou une grosse promo. Mais quel que soit votre style, il y a bien un moment où vous finirez ici, face à l'éternel dilemme. De toute façon, vous le savez très bien, la caisse d'à côté ira toujours plus vite. Oui, tout ça vous connaissez, mais depuis un certain temps, à la fin, il y a tout de même quelque chose qui a changé. Ouh là là, c'est toujours pire, toujours pire, ça devient de plus en plus cher. Quand on voit ce qu'on payait avant et ce qu'on paye maintenant, on est loin du compte, quoi. C'est beaucoup trop cher, quoi. On n'a pas vraiment le choix, il faut bien manger de toute façon et donc voilà. Quand je vois il y a 5 ans, je pense que le prix a doublé. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui s'enrichissent sur cette crise? Toujours. Je dirais que je pense qu'il y a des raisons qui peuvent se justifier vraisemblablement par tout ce qui se passe dans le monde actuellement, mais qu'il y a peut-être aussi une petite marche excessive des producteurs et des fournisseurs et des grandes surfaces. Depuis 2 ans, les prix de vos supermarchés s'envolent. Pauvres consommateurs. Ils payent beaucoup trop cher. Difficultés, dégoût et découragement, les problèmes sont partout. Ce n'est pas que je ne veux plus travailler avec la grande distribution, c'est que je ne peux plus travailler avec la grande distribution. Celui qui gagne, c'est toujours le plus gros. Si on va continuer comme ça, eh bien on est tout doucement en train de creuser sa tombe. Mais qui est le responsable? Alors que les agriculteurs ont fait entendre leur colère, nous allons parcourir les rayons afin de comprendre où va notre argent. Est-ce que vous pensez que dans votre magasin, il y a certaines marques qui profitent de l'inflation? J'espère que non pour le consommateur, mais on ne peut pas s'interdire de penser qu'il y a quand même à un certain moment un dérapage. Entre les marques, les intermédiaires et les supermarchés, tout le monde se renvoie la balle. Aujourd'hui, les supermarchés font trop de marge sur les marques? Oui. On va démêler le vrai du faux. Suivez ce panier, on vous dévoile la face cachée des prix de votre supermarché. Nous vous emmenons prendre l'air, là où tout commence, à la campagne, loin, très loin des grands magasins. Et plus précisément en SB, sur les terres de Cédric Dumont. Cédric cultive des carottes, des bio, dont il est très fier. En Belgique, c'est un producteur important. D'ailleurs, si vous avez déjà mangé des carottes bio de grande surface, vous avez forcément déjà mangé celles de Cédric. Lorsqu'il a commencé au début des années 2000, ces carottes semblaient offrir à l'agriculteur un bel avenir. Alors au tout début, on a eu la chance d'être dans les premiers. La grande distribution ne demandait qu'une chose, c'est qu'on produise pour eux, et que pour eux, et pas chez les autres. Donc on était presque adulés, on déroulait le tapis rouge devant nous en disant « continuez à produire pour nous, ça nous intéresse ». Il y a un intérêt, il y a une demande, le marché allait dans ce sens-là, le consommateur demandait, la grande distribution a compris qu'il y avait une part de marché à prendre, et ça s'est développé dans ce sens-là. Il n'y a aucune discussion vraiment sur le prix au début, c'était très facile, on disait voilà, moi il faut 1 euro ou 1,50 €, ça se passait sans problème. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu des intermédiaires qui se sont mis dans la danse, qui ont commencé à faire la part du marché, à mettre en concurrence les producteurs, et on s'est retrouvés à plusieurs à produire le même produit, donc on a dû commencer à écouter ce que l'intermédiaire nous disait, c'est-à-dire votre prix, je peux vous donner autant de centimes du kilo, un point barre. Si vous n'êtes pas content, allez voir autre part. Les intermédiaires. Il y en a parfois plusieurs avant le supermarché. Mais ceux dont parle Cédric, ce sont ce qu'on pourrait appeler des emballeurs. Des grossistes qui vont acheter les carottes des agriculteurs, les laver, les trier et les emballer avant de les revendre eux-mêmes au supermarché. Et vous allez le voir, c'est un monde où on ne fait pas de cadeaux. Donc voilà, ça,
Les carottes qui sont ici vont partir en brut chez un emballeur. Dans le Palox, dans l'ensemble des carottes ici, il y a peut-être 70% qui vont convenir au marché de la grande distribution pour le produit frais. Et on va se retrouver avec des calibres plus gros, donc du hors calibre. Une carotte fourchue n'ira pas dans la bâche non plus. Et ces carottes-là, elles partiront dans le marché de l'industrie, de la transformation. Et nous, bien sûr, ça, on n'en verra pas la couleur, puisqu'on sera rémunéré uniquement sur des carottes qui seront d'une belle forme, d'un beau calibre, égal comme le marché le demande. Donc ça veut dire que parmi toutes ces carottes, il y en a pour lesquelles vous n'allez pas être payé? Tout à fait. Vous n'allez pas être payé, mais nous, les consommateurs, on va quand même les manger. Vous les mangerez sans doute en cubes, en râpés, en rondelles, dans des plats préparés, dans des plats transformés. Qu'est-ce que vous ressentez avec ça? C'est un peu dommage. S'ils ont réellement une vie économique derrière, ce serait quand même logique qu'on puisse aussi être rémunéré pour ces kilos qui nous ont coûté autant d'argent que les bonnes carottes. Mais malheureusement, on ne choisit pas ce qu'on produit, on fait ce que la nature nous donne. Malheureusement, on le subit. Donc, vous l'aurez compris, l'agriculteur vend ses carottes à un emballeur qui va lui-même revendre ce qui ne lui convient pas à un transformateur, en général environ 30%, sans que l'agriculteur ne touche quoi que ce soit. Mais ce qui scandalise Cédric Dumont en ce moment, ce sont les prix que lui offrent ces emballeurs depuis l'inflation. Le coût de production a augmenté comme pour tout le monde. Hein. On a l'énergie qui a augmenté, on a la main-d'œuvre qui a augmenté, tout a augmenté. Mais pour nous, il n'y a pas eu d'augmentation sur le prix, puisque de toute façon, on ne choisit pas le prix. On nous impose un prix, et si on n'est pas content, voilà, on garde nos carottes et on ne sait rien faire avec. Cédric est loin d'être un cas isolé. De très nombreux producteurs subissent cette pression. Je n'explique pas que la différence de prix entre ce que je vends moi et le prix que le consommateur paye soit justifiée par rapport au travail qui est demandé. Donc déjà, rien que d'en parler ici, c'est déjà dangereux. C'est dangereux ce que vous faites? C'est dévoiler quelque chose, je ne mens pas, je dis la vérité. Dire la vérité, c'est toujours un problème. Ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Et c'est certain qu'ils risquent toujours d'avoir des retombées économiques. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec moi si les autres sont plus coopérants que moi? Combien vous gagnez? Aujourd'hui, moi, je vends des carottes entre 25 et 30 centimes du kilo. Et va se retrouver 1,50 €, peut-être 2 €, 3 € au magasin. Ça dépend des magasins et des enseignes. Alors que j'ai pris les risques pendant 1 an, et que l'intermédiaire, il le prend pendant 8 jours, et le magasin pendant 1 jour. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, nous avons enquêté, comparé et analysé l'évolution du prix des carottes depuis fin 2021, et ce dans les 3 plus gros supermarchés belges. Résultat, des augmentations jusqu'à 169%. Des carottes traditionnelles passent en moins de 2 ans de 50 centimes à 1,35 € le kilo, des bio de 1 € à 2,24 €. Et pourtant, vous l'avez entendu, pas 1 centime de plus pour notre agriculteur. Mais alors, à qui profite cette hausse? Nous avons décidé de remonter la chaîne et d'aller voir les fameux emballeurs. En Belgique, ils sont essentiellement 3, ce qui leur donne un certain pouvoir. Le plus important, c'est lui. Kimco, une entreprise dynamique. Elle traite plus de la moitié des carottes que nous trouvons en grande surface. Du coup, nous, on avait très envie de rencontrer les patrons de Kimco. Mais apparemment, eux, pas vraiment. Et leurs concurrents non plus. Sauf qu'à investigation, on n'est pas du genre à s'arrêter en si bon chemin. Alors on a trouvé un 4e emballeur, un peu hors norme. Voici Yann de Koning. Il a 2 particularités. La première, il refuse de travailler avec les supermarchés belges. La deuxième, les carottes qu'il emballe, c'est lui qui les a cultivées. C'est pour ça qu'il accepte de nous parler. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage. On a toute la chaîne, de quelquefois on gagne au champ, de quelquefois on gagne ici dans l'emballage, mais ensemble ça va bien. Mais quand on a un fermier qui cultive seulement, le prix doit être beaucoup plus haut. Ça c'est sûr. La grande augmentation des frais sont au niveau de production. Moi je pense 25-30%
c'est monté en 23 contre 2020. Au niveau d'emballage, les frais sont aussi montés, mais pas comme au champ. On a l'emballage, les sacs de plastique qui sont montés. Ça veut dire que l'emballage, en tout, il vous coûte combien de pourcents en plus? Ouais, on a un minimum de 15% monté qu'avant. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Aujourd'hui, le kilo de carottes emballées, vous le vendez à combien? Maintenant, on est 60, 65, 70. Ça dépend les grandeurs du sac. Centimes le kilo? Centimes le kilo, oui. Pour vous, c'est l'emballeur ou c'est le supermarché qui en profite? C'est le supermarché qui pousse sur le prix et sur nous, et après eux calculent, eux disent c'est comme ça. On dit non, c'est pas possible, c'est trop bas. Bon, notre emballeur renvoie la balle au supermarché. Alors suivez ce panier. On vous emmène les voir. On les a tous contactés. Nous, comme d'habitude, on avait très envie de les rencontrer. Mais eux, comme souvent, pas vraiment. Colruyt, Delhaize, Carrefour et les autres ont tous refusé de participer à notre reportage. Enfin, il y en a quand même un qui a accepté de nous ouvrir les portes. Cora, le petit géant. Seulement 7 magasins en Belgique, mais tous immenses par la taille. Celui qui nous reçoit, c'est lui, Luc Janssens. Bonjour, bien et vous-même? Porte-parole du groupe, mais aussi directeur de l'hypermarché d'Ornu. Un homme jovial qui connaît son magasin comme sa poche. Avec lui, on va parler prix. Et il a bien l'intention de nous prouver que Cora est actuellement loin de s'en mettre plein les poches. Je peux vous dire que la marge dégagée par la vente des produits dans ce magasin-ci ne couvre pas les frais de fonctionnement. Je fais tout sauf y gagner, puisqu'on subit aussi le même dictat du marché. Hein. La concurrence est absolument effrénée. On a des coûts qui sont en hausse permanente et c'est réellement un combat de tous les jours. Voilà pour la situation générale. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse depuis le début de ce reportage. Le prix des produits agricoles, comme la carotte. Comment on explique des hausses aussi importantes? Sur les produits agricoles, c'est la même chose pour les produits d'élevage. Vous avez quand même aujourd'hui une hausse du coût de production qui doit à certains moments être répercutée par le producteur simplement pour pouvoir vivre et continuer son exploitation. Le problème, c'est que nous, on a parlé avec plusieurs agriculteurs différents et qu'il n'y en a pas un qui nous a dit avoir pu augmenter ses tarifs. Donc finalement, je vous repose la question, comment est-ce qu'on explique du coup des augmentations pareilles quand on sait que les producteurs, eux, ne gagnent pas plus? Si l'agriculteur, effectivement, n'a pas pu augmenter du tout son tarif, voilà, c'est quand même que la distribution a alors engrangé de plus grandes marges. Ça vous choque? Mais, alors, moi, je suis très lié au monde agricole à la base. Donc, c'est sûr que si un agriculteur ne peut pas répercuter en tout ou partie ses coûts de production, il va être voué à disparaître. Et là, effectivement, je suis choqué. Luc Janssens concède une certaine responsabilité du secteur. Mais le porte-parole de Cora pointe surtout un autre problème pour expliquer l'augmentation globale du ticket de caisse. Les grandes marques. Est-ce que vous pensez que dans votre magasin, il y a certaines marques qui ont ou qui profitent de l'inflation? J'espère que non pour le consommateur, mais on ne peut pas s'interdire de penser quand on voit les prix pratiqués dans mon magasin sur des produits vraiment basiques, certains produits de pâtes, certaines grandes boissons, très grandes marques, on se dit que le prix auquel c'est vendu par rapport à un prix de revient, y compris les coûts marketing, il y a quand même à un certain moment un dérapage entre la réelle valeur intrinsèque du produit et le prix auquel on doit le vendre, simplement parce que le tarif auquel on l'achète ne nous permet pas de le vendre moins cher. De quelle marque parle Luc Janssens? On a suivi sur 2 ans
l'évolution des prix de milliers de produits chez Colruyt, Delhaize et Carrefour. Et on a établi des classements, les top 20 des marques qui ont le plus augmenté en magasin. On y retrouve des noms comme Campina, Van de Mortele ou encore Tirlemont, avec des hausses de prix allant de 30 à 40%. Ces marques, on les a contactées. Mais tiens, surprise, elles ont refusé de nous rencontrer. Alors, on a dû se débrouiller. On parle souvent du prix des matières premières pour expliquer l'envol des prix. Le blé, par exemple. Dans nos top 20, il y a une marque belge qui en est très dépendante. Vous la connaissez forcément, c'est Soubry. En magasin, ses farines et ses pâtes ont augmenté en moyenne de 30%. On pourrait se dire que c'est lié à l'augmentation du prix du blé. Sauf qu'en regardant les comptes annuels de la société, quelque chose nous a intrigués. Soubry a multiplié ses bénéfices par 3. Oui, vous avez bien entendu, en 2022, ils sont passés de 3 600 000 à 11 300 000 euros. Comment, en pleine période d'inflation, cette entreprise a-t-elle pu tripler ses profits? N'aurait-elle pas appliqué des hausses de prix injustifiées? Cette question, on voulait la poser à Monsieur Soubry, le patron. On lui a écrit à plusieurs reprises, mais il a toujours décliné nos demandes d'interview. Alors on est allé sur place, et n'ayant pu voir personne, on a tenté de l'appeler. Oui, bonjour madame, Natacha Mann, je suis journaliste pour l'émission Investigation de la RTBF. J'aurais voulu parler avec Michel Soubry, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Oui, mais il n'est pas là pour l'instant. Il est en réunion jusqu'à 17h... jusqu'à 17h30. Ah oui, d'accord. Dès qu'il sort de la réunion, je vais lui demander de vous rappeler ou de répondre à votre email. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors, on a attendu, gentiment, ici, devant l'usine, avec un délicieux plat de pâtes. Soubry, bien sûr. Et notre patience a finalement été récompensée. Le lendemain, Michel Soubry en personne nous rappelle. Il ne souhaite toujours pas donner d'interview, mais il veut clarifier certaines choses. En voici le résumé. Le lien que vous faites n'est pas correct. Le marché belge ne représente que 30% de notre business et en plus, ce n'est pas nous qui fixons les prix pour le consommateur. Le prix auquel nous vendons au supermarché est confidentiel, mais nous n'avons pas augmenté de façon abusive. Vous avez raison, monsieur Soubry. C'est bien l'enseigne qui fixe les prix en magasin. Mais ils dépendent évidemment des vôtres. Et bien que confidentiels, nous savons qu'en 2022, vous avez appliqué auprès de certains des hausses de 30% sur des pâtes et 65% sur des farines. Mais vous savez quoi? On a apporté les bilans comptables de l'entreprise à un professionnel. Voici Olivier Mallet, c'est un économiste. Quand on regarde les chiffres, on voit que les dépenses de Soubry, les coûts, ont augmenté de 37 millions d'euros. Alors, si elle voulait simplement compenser ces hausses de coûts, elle aurait dû augmenter ses recettes et ses prix de 37 millions d'euros. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que les recettes augmentent de 44 millions d'euros. Donc ça veut dire que Soubry a augmenté davantage ses prix que ce qu'elle n'aurait simplement dû pour compenser ces hausses de coûts. Et donc ça indique la présence de surprofit, si ça vient bien des hausses de prix. Ça pourrait venir aussi du fait qu'il y a une hausse de la production importante ou qu'un nouveau produit a été développé. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on voit que l'emploi est resté stable. Donc a priori, ce n'est pas une hausse de la production. Et donc ça laisse fortement suggérer qu'il y a des surprofits. Est-ce qu'un bénéfice multiplié par 3, c'est quelque chose de courant? Non, c'est très rare. Moi, j'ai jamais vu ça, une entreprise qui aurait augmenté son bénéfice par 3 en un an. Soubry est-il un cas isolé? On ne voudrait pas que vous pensiez que toutes les augmentations sont injustifiées. Mais en analysant les derniers comptes annuels d'une dizaine d'entreprises de nos top 20, on a trouvé d'autres exemples qui posent question. Pour en parler, on est allé voir le BABM, l'association qui défend leurs intérêts. Et on leur a montré notre tableau et les chiffres des bilans. Je pense que c'est très difficile de lier en fait l'augmentation d'un prix à un résultat d'un bilan.
Parce que la plupart des sociétés qui sont là ne sont pas seulement actives en Belgique, d'un côté. Ensuite, il y a plein d'autres éléments qui interviennent dans un bilan. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui peuvent profiter quand même de la crise? C'est pas quelque chose qui m'a été reporté ou qui m'a frappé. Et c'est vraiment la première fois que tous les acteurs ont eu vraiment difficile de répercuter les coûts et de quelque part d'absorber aussi les coûts qui sont particulièrement élevés en Belgique. Aujourd'hui, les supermarchés font trop de marge sur les marques? Oui. C'est ce que vous pensez? Oui. On a quand même des distributeurs qui nous disent l'inverse, en fait, qui nous disent qu'ils ont dû prendre dans leur marge pour pouvoir encore vendre les produits de certaines marques. Est-ce que vous avez regardé les résultats des distributeurs? Je veux dire, vous allez voir que ce n'est pas le cas. On a des exemples concrets, hein. Par exemple, Soubry. Moi, je ne peux pas commenter des exemples concrets. Le problème, c'est qu'en fait, ces marques, elles ne veulent pas nous parler. Donc nous, on vient vous voir aussi parce que vous les représentez et qu'on aimerait un peu comprendre pourquoi il y a quand même une série de marques qu'on trouve en magasin qui coûtent plus cher qu'avant, que les distributeurs nous disent ne pas être responsables et donc nous disent que finalement les responsables, c'est plutôt vous. Mais qu'ils ne sont pas responsables, ce n'est pas correct parce que c'est eux quand même qui mettent finalement le prix du vente consommateur. Bon. Dans ce match de la responsabilité des prix, les marques pointent les supermarchés. Et on l'a vu précédemment, les supermarchés épinglent les marques. Chacun se renvoie donc la balle. Alors qui a raison? Pour nous éclairer, on a décidé d'aller voir Claude Boffa. C'est un expert de la grande distribution. Et vous allez le voir, pour lui, tout ça est beaucoup moins complexe. Celui qui gagne, c'est toujours le plus gros. Les 10 plus gros producteurs du monde fabriquent pratiquement 80 à 90% de tout ce que vous avez dans votre caddie quand vous allez faire vos courses. Il y a des produits qui sont les rois du monde. Tout le monde les veut et personne ne veut l'ersatz ou l'imitation. On peut parler du cola, on peut parler du produit pâte à tartiner à base de noisettes et de chocolat et d'huile de palme. Et ce sont des must-have. C'est des produits qu'il faut avoir. Il faut tellement les avoir que celui qui est le plus fort, là, c'est celui qui les produit. Lui est capable de faire des belles marges et il est capable de dire non au distributeur quand le distributeur dit « il faudrait que tu baisses tes prix ». Eh ben, la grosse entreprise multinationale va dire « pas question ». De temps en temps, à ce moment-là, il y a une menace qui dit « ah ben alors, je te livre pas ». « Ah, mais si tu ne veux plus me livrer ce produit-là, alors je prends plus rien chez toi ». Et résultat, on se retrouve face à des blocages. Ça dure un mois, ça dure encore quelques semaines, et puis il y en a un qui se rend compte que il a perdu 30% de part de marché ce mois-là sur le marché belge, et que ça fait très mal. Et l'autre se rend compte qu'il a perdu des clients parce que la plupart des produits que les clients viennent chercher sont manquants dans le rayon, et donc ils commencent à déserter le magasin. Alors on change l'acheteur, on change le vendeur, on rediscute un petit peu, on finit par se rabibocher, et puis on trouve un deal qui permet de se remettre en affaires. Mais toute la communication autour de cette bagarre, je me bats pour vous, permet de faire parler de soi, de raconter une belle histoire marketing qui permet de se donner une image prix intéressante par rapport à sa clientèle. Delhaize, du côté de la vraie. Les grandes surfaces et les géants de l'agroalimentaire se livrent donc une guerre d'image et de pouvoir. Mais même s'ils tentent de sauver la face, nos supermarchés seraient souvent à la merci des grandes marques. Alors se rattrapent-ils sur les plus petits? Si certains ne gagnent rien, avec l'histoire qui va suivre, vous allez voir que d'autres gagnent encore moins que rien. Voici Vincent Hegen. C'est un producteur de pommes. Il les cultive, les stocke, les emballe et les revend à des grossistes qui sont en lien avec les grandes surfaces. Vincent, c'est un amoureux de la nature. Alors au départ, son métier était un vrai plaisir. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, vu ce qu'il gagne parfois, le fruiticulteur en a assez. La preuve avec l'une de ses dernières ventes.
Donc ici, en fait, on a fait un prix moyen, finalement, de 50 cents. Le kilo. Le kilo, oui, oui, tout à fait. Et donc, il faut retirer en même temps le triage. Donc ici, on décompte 50 cents moins 12. Il faut aussi décompter 2 cents pour l'emballage, le packaging. Donc là, ici, 50 moins 12 moins 2, vous êtes exactement à 36 cents. Ensuite, il faut aussi décompter la conservation. Conservation, ce sont les frais de l'électricité, parce que l'électricité a également augmenté de 20%. Donc voilà, il faut compter plus ou moins 15 cents. Et il faut savoir qu'un kilo coûte en production, ici en arboriculture, plus ou moins 35 cents. Donc ici, sur cette commande-là, je perds 14 cents pour des pommes qui sont vendues beaucoup plus chères dans les magasins. Vous avez bien entendu. Si Vincent reçoit pour ses pommes 50 centimes du kilo, après avoir déduit tous les frais, elles lui coûtent 14 centimes. Il les a donc vendues à perte. Pourtant, au magasin, vous les payerez entre 1,90 € et 2,30 €. Est-ce que vous demandez parfois à renégocier les prix à la hausse au vu de vos frais? On essaye d'augmenter, mais à ce moment-là, on dit écoutez, vous êtes trop cher, on va prendre des fruits autre part. Parce qu'il y a d'autres gens qui veulent bien livrer des fruits pour des prix inférieurs, en fait. Et donc, on ne sait pas augmenter. Et vous ressentez quoi? On ressent tout simplement l'injustice parce qu'on travaille déjà au ras de pâquerettes et en même temps qu'on n'est pas rétribué pour le travail qu'on fait et qu'on travaille à perdre depuis des années. Avec l'augmentation de tout ce qu'il y a, à part les pommes. Et donc, on n'a pratiquement rien comme salaire. Et donc, à un moment donné, on n'a plus cet engouement vers le métier. Merci, papa. Face à la détresse de son père, et par crainte pour l'avenir, Laura a décidé de prendre les choses en main. Elle a installé un distributeur de fruits devant l'exploitation, propose des livraisons à domicile. Bonjour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous amener votre commande. Et surtout, elle a lancé sa marque de jus produit à partir des pommes de Vincent. Je travaille qu'avec des commerces locaux, brasseries, restaurants, hôpitaux, et essayer un maximum de se passer des grandes surfaces. Le fait de vendre au consommateur final, etc., ça donne l'espoir qu'il y a moyen de se passer des grandes surfaces, qu'il y a moyen de travailler en direct et que nos fruits sont bons, en fait. C'est valorisant. Parce qu'il faut savoir que quand les grandes surfaces téléphonent, c'est jamais bon signe, quoi. C'est jamais pour dire que la qualité des pommes a été irréprochable et qu'ils sont vraiment contents. C'est toujours pour dire quelque chose de négatif, dans le but de faire diminuer un maximum le prix auquel on vend nos fruits. Si elle rêve de pouvoir faire autrement, aujourd'hui Laura est consciente qu'au vu des volumes, se passer totalement des grandes surfaces est impossible. Il faut repenser le système, il faut travailler plus main dans la main, mais que tout le monde puisse y gagner. Qu'il n'y ait pas une partie qui gagne, l'autre partie qui perd, parce que malgré tout, ils ont quand même besoin de nous. Parce que le jour où on ne produira plus de fruits, ils seront obligés d'aller qu'à l'étranger chercher des fruits. Et je ne pense pas que le consommateur final, il veut vraiment ça. Vous avez déjà pensé à arrêter? Je ne sais pas arrêter à mon âge, c'est pas possible d'arrêter avec tous les investissements et tout ça aussi. Maintenant, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis qu'arrêter, non, la plupart des gens qui ont mon âge continuent à travailler et ils aspirent à être à la pension parce que ce n'est plus... ils n'ont plus envie non plus. Il y a cet engouement, cet enthousiasme n'est plus là. Vous comptez les années? Parfois, oui. Ce témoignage, on avait très envie de le partager avec les plus grands supermarchés. Mais rappelez-vous, ils avaient refusé de nous rencontrer. À la place, ils nous ont renvoyés vers cet homme, Dominique Michel. C'est le patron de Comeos, la fédération qui représente les grandes surfaces. C'est donc à lui qu'on a montré la détresse de Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez? L'exemple des pommes, c'est un très très bon exemple, mais il y a d'autres produits qui sont simplement en surproduction. Il y a beaucoup trop de pommes aujourd'hui sur le marché et on mange beaucoup moins de pommes maintenant qu'il y a 10 ans. Et ça justifie, selon vous, qu'on ne donne pas un prix juste de base à cet agriculteur? Mais c'est automatique si vous avez beaucoup trop de produits, sauf si on va dans un système communiste. Dans un système communiste, c'est le gouvernement qui décide, le prix de la pomme, il est autant. Ici, c'est simplement un système qui détermine qu'en fonction du nombre de pommes que vous voulez et que vous consommez, ça va avoir un impact sur le prix de la pomme. Pourquoi est-ce que nous irions dire aux consommateurs « vos pommes vont coûter beaucoup plus cher »
parce qu'on les a achetées beaucoup plus cher, alors qu'on a exactement les mêmes pommes de la même qualité qui viennent d'ailleurs et qui sont moins chères. Ça fait des années que je dis aux agriculteurs, réfléchissez avec nous sur les types de produits que vous voulez mettre en magasin. Après, les organisations agricoles ne bougent pas. Préfèrent manifester, préfèrent venir avec des tracteurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire alors à cet agriculteur? J'aurais envie de dire, d'abord, je trouve que ce qu'il fait, et ce que sa fille fait, ça c'est vraiment une partie de la solution. Deuxièmement, il faut réfléchir à pouvoir se réorienter avec l'aide des pouvoirs publics, clairement, parce qu'on ne peut pas faire... L'agriculteur tout seul, il ne peut pas faire ça. C'est impossible. Il faut qu'il soit aidé. Il faut oser le faire. Mais vous n'êtes pas prêt à donner plus. Mais c'est pas que je ne suis pas prêt. D'abord, c'est pas moi qui paie. On n'a pas la capacité de le faire. Selon Dominique Michel, les supermarchés n'auraient pas les moyens financiers de mieux payer les agriculteurs. Il renvoie la balle, tiens, aux grandes marques qui, lors des négociations, feraient la loi. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne parvient pas à obtenir des efforts des grandes marques internationales? On doit réduire notre propre marge. C'est-à-dire le bénéfice qu'on fait. Et aujourd'hui, cette marge, elle est à 1,3%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez votre marge sur, finalement, les agriculteurs? Mais on prend... Notre marge, c'est 1,3. Et ce 1,3, il est insuffisant. Il est insuffisant. On ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Si on avait une marge aujourd'hui de 10%, je dirais, on est en train de s'enrichir sur le dos des agriculteurs. Ce n'est pas le cas. Oui, mais là, vous prenez en compte tout ce qu'il y a dans le magasin. On ne peut pas faire autrement. Mais, je vous repose quand même la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande distribution fait sa marge sur les agriculteurs, sachant qu'elle ne peut pas la faire ailleurs? Non, elle fait la marge. D'abord, la marge, elle est quasiment inexistante. Elle l'a fait sur l'ensemble de ses produits. C'est tout. Et vous avez pris un agriculteur. Ah non, on en a eu plusieurs. Bon, d'accord, très bien. Moi, je peux vous en trouver 4, 5 aussi, sans aucun problème, chez qui ça marche très, très bien. L'agriculture, c'est un business aussi. C'est un business différent, mais c'est un business aussi. Il faut accepter de se remettre en cause. À en croire le patron de Comeos, la grande distribution serait donc victime de la crise. Mais les supermarchés sont-ils vraiment en difficulté? Cette question, on l'a posée à Olivier Mallet, notre économiste. Les supermarchés, si on regarde, en 2022, ils ont fait environ 3 fois moins de bénéfices en moyenne que ce qu'ils font une année normale. Est-ce que ça veut dire, pour autant, qu'ils se portent mal? Ça dépend un petit peu des situations. Certains supermarchés étaient déjà très mal avant et sont toujours très mal maintenant. C'est le cas de Match Mesdag, par exemple. Certains s'en sortent pas trop mal. C'est plutôt le cas de Aldi et Colruyt. Et d'autres sont plutôt dans des moins bonnes situations, on va dire, qu'avant. Mais globalement, ne sont pas en perte et sont pas, aucun cas sont en danger. Ils continuent à faire des bénéfices. Certains continuent à rémunérer leurs actionnaires et à envoyer beaucoup d'argent. Et donc, la situation est moins bonne qu'une année normale, mais sans être catastrophique pour autant. Face à tout ça, difficile de ne pas penser qu'on prend les consommateurs pour des pions. Et encore, on ne vous a pas tout dévoilé. Si on accepte, on va à la catastrophe. Réduction, articles gratuits, meilleur prix, de la poudre aux yeux. Au final, la promo, c'est nous qui la payons. Pour déceler le vrai du faux, on est reparti dans les rayons. Face à la crise, on cherche tous les meilleurs prix. Et c'est justement le slogan du numéro 1 belge, Colruyt. Meilleur prix, oui. Mais vous allez le voir, on a quand même trouvé une petite subtilité. On vous explique. Pour nous, tout a commencé avec une application. Son nom, Ping Price. Le principe est simple. Vous scannez un produit et l'application vous permet de suivre son prix dans le supermarché de votre choix et même de comparer entre les magasins. Alors on s'est un peu amusé. Pendant des semaines, on a scanné des produits. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il y avait des différences de prix entre les Colruyt et surtout entre les Colruyt flamands et wallons. C'est ce qu'on va vous montrer avec Christophe Ekman, le fondateur de l'application, avec qui on a analysé quelques produits. Il y a des produits pour lesquels il y a des différences qui sont vraiment importantes. Oui, on a des produits qui vont avoir une différence importante, comme par exemple le café ou encore la vache qui rit, les Pick and Croc, qui sont chacun environ 3 € plus chers en Wallonie qu'en Flandre. Ça fait quand même une grosse différence.
La lessive, c'est aussi assez marquant. Par exemple, ce produit-là de lessive Dash, eh bien, il est environ aux alentours de 32 € en Wallonie, alors qu'en Flandre, on le trouve entre 22 et 23 €, ça dépend du magasin Colruyt. Évidemment, là, vous vous demandez peut-être combien vous pourriez économiser sur un caddie complet. Ça tombe bien. On a imaginé pour vous un panier de courses classique, sans oublier les croquettes de Yuki. En tout, près de 30 produits qu'on est allé acheter au Colruyt de Anse. Résultat, on a payé 173 € et 73 centimes. Et puis, on a pris la route, direction Tongres, située juste de l'autre côté de la frontière linguistique, à seulement 16 km. Ici, le même caddie nous a coûté 150 € et 17 centimes. Une économie de près de 16%. Soit 23,56 € de moins qu'en Wallonie. Plus de la moitié de nos articles coûtaient moins cher en Flandre. On a voulu voir si cela se vérifiait aussi à Bruxelles. On est allé jusqu'à Oderghem où le même caddie nous coûtera 175,84 € contre 150,10 € à Wemmel en Flandre, à 15 km de là. C'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Il y a toute une série de produits qui vont être moins chers en Flandre qu'en Wallonie et c'est surtout dû à la pression des prix qui sont pratiqués par d'autres distributeurs qui n'existent pas en Wallonie mais qui existent en Flandre, comme par exemple Jumbo ou bien Albert Heijn. Colruyt est un suiveur. Colruyt propose toujours d'avoir le meilleur prix dans la région, dans les 10 à 15 km aux alentours. Ce qui veut dire que dès qu'un autre distributeur fait une promotion ou bien baisse le prix de certains produits, Colruyt est obligé de s'aligner. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la pression sur les prix est plus forte en Flandre. Et donc, comme elle est plus forte en Flandre, Colruyt s'aligne beaucoup plus sur plein de produits en Flandre. Par contre, en Wallonie, cette pression n'est pas aussi forte et donc les prix restent élevés. Colruyt va faire de la marge là où il peut. Donc, par exemple, il va plus faire de marge en Wallonie qu'en Flandre. Si Colruyt est moins cher en Flandre, c'est essentiellement grâce à lui, Albert Heijn, une enseigne néerlandaise installée en Flandre depuis plus de 10 ans, qui n'a pas du tout l'intention de débarquer au sud du pays. Mais pour vous situer, les magasins Albert Heijn, ce sont des supermarchés qui ont l'apparence des Delhaize, mais qui pratiquent les prix des Colruyt. Un distributeur qui casse les prix avec des promotions qui donnent le tournis. Et depuis l'inflation, les promos, les Belges en raffolent encore plus. Ils n'hésitent plus à attendre la bonne affaire, voire à n'acheter que comme ça. Les distributeurs l'ont bien compris. Résultat, ils se livrent une guerre acharnée aussi sur ce terrain-là. Aujourd'hui, il y a vraiment une guerre des prix, mais aussi une guerre des promotions. Oui, il y a une guerre des promotions. Depuis l'inflation, depuis 2 ans, on voit que tous les distributeurs s'orientent beaucoup plus vers des promotions basées sur le volume, c'est-à-dire des 1+1, des 1+2, des 2+3. Qui vont permettre en fait de vendre beaucoup plus de produits. Et donc pour le distributeur, au plus il vend des produits, au plus il fait de la marge. Seulement, à partir du moment où le fabricant a fait une promotion avec le distributeur 2+3 par exemple, eh bien pendant tout un temps, ses ventes vont diminuer. Parce que le consommateur, il a stocké l'ensemble de ses produits et donc il n'aura plus besoin d'en acheter. L'effet pervers que ça va avoir, c'est que le distributeur va voir aussi que les ventes baissent et donc va pousser le fabricant a proposé une nouvelle promotion et donc finalement le consommateur va dire moi je vais simplement attendre que la promotion arrive pour pouvoir racheter ce genre de produit. Donc, si vous succombez à une offre du type un article acheté, le deuxième gratuit, c'est généralement le fabricant qui en assumera les coûts. Résultat, ce sont souvent les mêmes qui font des promos, les grandes marques. Les plus petits, eux, en sont presque toujours incapables. Pour en parler, on vous présente Didier Hanin. Son truc à lui, c'est le saumon fumé. Il a commencé à travailler avec les grandes surfaces au début des années 2000. Mais aujourd'hui, il a choisi de surtout se tourner vers l'Horeca et les petits commerces locaux. Pour être très transparent, ce n'est pas que je ne veux plus travailler avec la grande distribution, c'est que je ne peux plus travailler avec la grande distribution. On est en train de se diriger vers quelque chose où il n'y aura plus que les toutes grosses multinationales et il n'y aura plus de petites PME locales.
Donc il y a un coût énorme pour trouver sa place dans le rayon de la grande distribution. Si vous n'êtes pas armé de remises, de promotions, de 1+1 gratuit. Le nombre de fois on me demande du 1+1 gratuit. Mais je dis, monsieur, vous imaginez, c'est 50% que je dois vous offrir. Ça veut dire que je vous vole toute l'année, hein, si c'est ça. Ou alors je dois à un moment l'intégrer dans les prix toute l'année, et je suis trop cher, et là vous me dites que je suis trop cher et que je ne peux pas venir. Si on regarde, il n'y a que les grandes multinationales qui font de la promotion. Hein. Je ne vais pas citer les marques, mais les seuls capables de faire des grosses promotions, c'est les toutes grosses enseignes. Hein. On n'avait pas de petits producteurs qui est capable de faire des promotions, en tout cas au point où on en voit certaines. Parce que les promotions, c'est vous qui les payez? Ben oui, c'est nous qui les payons, bien sûr. Bien sûr. Et quoi, donc à un moment, vous avez dit stop? Oui, j'ai dit stop. J'ai dit stop et j'ai dit il faut qu'on trouve autre chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une forme de crainte quand même dans le secteur? J'en suis certain. Je suis certain qu'il y a énormément de mes collègues qui ne veulent pas vous parler parce qu'ils ont peur d'une certaine représaille. Et la représaille, elle est là parce que c'est tellement difficile de trouver sa place que si on dit vraiment ce qu'on pense, ben, sans doute que ça se retournera contre nous. Effectivement, on a essuyé pas mal de refus. Mais on a finalement trouvé quelqu'un prêt à nous parler de ses promotions. Pour le protéger, vous ne verrez pas son visage, mais on peut vous dire que ces produits, vous les avez probablement déjà consommés. Aujourd'hui, il dénonce les pressions du plus grand distributeur belge. Les règles avec Colruyt, ça se passe comme ça. Quand on a signé avec eux dans les conditions générales de vente, il était mis qu'on était obligé de prévenir en cas de promotion avec d'autres enseignes et de leur faire les mêmes remises. Si on fait une promo, chez Deleuze par exemple, on doit faire la même chez Colruyt, au même moment. Si on ne respecte pas ça, et que Colruyt, vu sa politique, doit diminuer son prix pour s'aligner à la concurrence, ils vont perdre de l'argent et ils vont vouloir qu'on rembourse cette perte. Du coup, pour contourner ça, on peut proposer un format à Colruyt qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, des yaourts vendus partout par pack de 4 et qui sont chez Colruyt à la vente par pack de 6. Si le format est différent, c'est plus considéré comme le même produit et donc il n'y a plus de problème. Ou alors, on fait les promotions en même temps, partout, comme ça Colruyt reste le moins cher, sans gagner moins, et nous, on n'a pas de souci avec eux, puisque au final, la promo, c'est nous qui la payons. Ce témoignage nous a été confirmé par d'autres. Mais quel impact pour le client ? Les marques concernées ne sont pas toutes capables de répondre aux conditions de Colruyt. Certaines renoncent donc parfois à faire des promos ailleurs, ce qui fait moins de bonnes affaires pour vous. Oui, sur les promos aussi, les prix que vous payez sont liés à un jeu de pouvoir. C'est d'ailleurs bien ce qui résume notre enquête. Dans toutes les bonnes histoires, il y a toujours un grand méchant, mais dans la nôtre, les choses sont plus complexes. On vous l'a démontré, les géants de l'agroalimentaire ont le pouvoir sur les supermarchés. Mais les supermarchés ont le pouvoir sur les plus petites marques et sur les agriculteurs. Et puis il y a les intermédiaires, qui sur certaines catégories, comme nos carottes, peuvent user de leur rôle incontournable pour faire la loi. D'un produit à l'autre, la responsabilité du prix est donc à nuancer. Mais la question qui se pose est de savoir si tous ces petits jeux de pouvoir pourrait bientôt pousser les prix vers le bas. Est-ce qu'on va retrouver les prix d'avant-crise ? À mon avis, on ne va pas retrouver les prix d'avant-crise. On voit souvent que quand les hausses des matières premières augmentent, les prix augmentent, mais quand les matières premières diminuent, les prix ne diminuent pas. Souvent, c'est parce qu'à tous les maillons de la chaîne alimentaire, on a adapté les prix aux nouveaux prix. Et les salaires se sont adaptés entre-temps aussi. Et donc, a priori, les prix ne vont pas diminuer. Les responsables des augmentations de prix ne sont jamais les mêmes. Mais une chose est sûre, celui qui va continuer de payer, c'est bien le consommateur.